Yo, c'est Yann Solo. Comment ça va les bros? On est chaud. Putain, comment t'es ridicule quoi. Putain, commence pas toi putain. Mesdames et messieurs, welcome to 12 War Sex. Comment tu vas? Bah ça va, écoute, on fait aller hein. Et à la maison, ça va? Ça va, le petit ça va, la copine ça va, non, tout va bien. On continue sur notre merveilleuse lancée, la dernière vidéo sur Predator a hyper bien marché. Dans les commentaires, vous avez tous kiffé et je vous remercie énormément pour ça. Et aujourd'hui, quel film. C'est la première fois dans l'histoire de la chaîne que je parle d'une suite. J'ai déjà parlé d'Avatar, hein, une vidéo qui vous avait beaucoup plu. Quoi de plus normal que d'aborder sa suite tant attendue, Avatar 2, la voix de l'eau, le film événement de 2022. Un film que j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a elle, et que elle, c'est elle. Oh madame, si vous saviez ce que votre plante me fait. C'est un film sur la famille, hein, sur les enfants, hein, sur les conneries que peuvent faire les enfants, parfois, hein, souvent, hein, et même tout le temps en fait. Hein. Non sérieux, c'est vraiment un film qui montre à quel point les enfants peuvent être relous des fois, bordel. Putain de mômes de merde, je les supporte plus. La prochaine fois que tu me réponds comme ça, je t'en colle une. Ah non mais je connais, j'en ai qu'un seul, mais parfois c'est comme si j'en avais 8. Si ça se trouve, j'en ai peut-être 8 d'ailleurs. Ouais, non, et j'ai pas mal baroudé. Hein. Ah, j'ai couru la gueuse, hein. Et tu te protèges pas? Jamais. Pourquoi faire? Eh ouais, rien à foutre que vous me preniez pour un connard dès le début, j'ai l'habitude. Allez, Marc Tocco, ça veut dire on y va en avis. Marc Tocco. Mesdames et messieurs, je suis extrêmement heureux de vous présenter un nouveau sponsor sur la chaîne. Vous l'avez peut-être déjà vu sur d'autres chaînes, mais pas sur la mienne. Et je veux parler de ça. Oh que c'était bon ça. Oui. Ça, c'est Emma Matelas. Et ça, ce sont des oreillers Emma. Emma. C'est le meilleur sponsor de toute ma vie. Avec ça, je peux rêver d'elle, allongée à côté de moi, avec ses cheveux qui se prennent dans ma gorge et j'étouffe dans la nuit. Les gens qui bossent chez Emma sont des experts du sommeil. C'est-à-dire ils ont la capacité de s'endormir à n'importe quel moment. En fait, ils sont tous narcoleptiques. Et donc, ils ont développé des matelas avec mousse à mémoire de forme. C'est-à-dire que si, par exemple, moi, je suis bien tanké quand même comme mec. Dans la rue, on me confond régulièrement avec Jason Momoa. Et ma nana, elle pèse à peu près la moitié de mon poids. Alors de là, quand je me jette dans le pieu le soir alors qu'elle est déjà en train de dormir, bah elle part en live, elle fait wouah. Mais surtout la nuit, au moindre paix, le matelas tremble et je la réveille. Et alors si je me lève pour aller me faire un sandwich pâté Nutella, bon bah clairement je la réveille aussi. Mais avec le matelas Emma à mémoire de forme, eh bien ça isole les mouvements. Et du coup ton côté bouge, mais son côté elle, il bouge quasiment pas. Donc je ne la réveille plus. Et ça c'est fort. Et ce sont des matelas qui s'adaptent à toutes les formes et à tous les styles de position. Ah, vous pouvez dormir comme ça, vous pouvez dormir comme ça aussi, hein, comme ça, c'est possible. Et aussi comme ça, voilà, le matelas s'adaptera. C'est la technologie du sommeil, hein, voilà, parce que le sommeil c'est quelque chose de technique. Si t'as pas la technique, bah tu peux vite te retrouver comme ça, hein, bah ça peut arriver. Et puis alors, sans déconner, moi s'il y a un truc qui me galère à fond la nuit, j'en peux plus, ça me fait toutes les nuits ça me fait chier, c'est quand le coussin du matelas il devient chaud, tu sais. C'est trop relou, faut retourner le coussin pour avoir le frais de l'autre côté là. Alors quand moi je le fais la nuit avec mon coussin, bah ma meuf ça la dérange pas trop. Par contre quand je le fais avec le matelas, bah, ça la fait un peu plus chier, ouais. En général je le fais bien 3-4 fois par nuit. Hein. Sauf qu'avec les matelas Emma, t'as pas besoin. Parce que mon gars, il y a une couche ergocell qui favorise, écoute bien, la circulation de l'air dans le matelas. Ce qui fait que t'es au frais plus longtemps. Et puis c'est doux, c'est tellement agréable. C'est doux comme la peau d'une pucelle. Comme vous pouvez le voir, là je dors hyper bien. Bon là, vous me voyez pas parce que c'est la nuit, mais je peux vous jurer que je dors hyper bien. Et le matin, on a bien dormi, on se réveille, on est frais, on est gai. Moi j'aime pas les gays. Bah toi en même temps t'aimes rien. Je vous jure, depuis que je l'ai les gars, mais je kiffe, on kiffe grave. Et alors, c'est exactement pareil avec les coussins. Je me mets comme ça là, je le mets sur mes épaules et oh. Mais voilà comment je me séparerai plus jamais de ce truc. Je vis à chaque fois un bonheur ineffable. Sans déconner, si vous voulez pas changer de matelas, au moins essayez les oreillers les gars. C'est tellement un plaisir d'enfoncer sa tête dedans. Titre. Allez voir sur leur site, il y a plein de trucs, il y a aussi des sommiers, des canapés convertibles, du linge de lit, il y a même des accessoires, il y a tout ce qu'il vous faut pour passer des super nuits les copains. Et si vous prenez un matelas Emma, vous pouvez l'essayer pendant 100 nuits et si ça vous convient pas, bah, vous pouvez le retourner sans frais. Mais il y a quand même assez peu de chances que ça arrive. C'est juste le matelas le plus vendu en France depuis 2 ans. Le truc a été primé 7 fois en Europe. Et la livraison est gratuite et garantie pendant 10 ans. Et en plus, si vous prenez un matelas Emma, vous aurez peut-être la chance de dormir avec Emma elle-même. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est bon. Et ça vaut tout l'or du monde. Le lien est dans la description. Go me checker ça tout de suite. Et moi, je remercie beaucoup Emma. Alors, je voudrais commencer, si vous le voulez bien, par vous montrer quelques photos de Zoé Saldana. Parce que comme ça, on est sûr de bien commencer la vidéo. Voilà, donc voilà,
Voilà, c'était très bien, hein. Celle-là aussi, hein, était très bien. Aussi, voilà, oui. Celle-là, j'aime bien, ouais. Celle-là était très bien. Aussi, voilà, bon, j'aime toutes, hein, de toute façon. Hein. Voilà, très bien. Comme ça, au moins, on part sur les bonnes bases. Avatar 2, la suite d'Avatar, le plus gros succès au box-office mondial de toute l'histoire du cinéma depuis qu'on est né, chérie. Le film est donc enfin arrivé après 13 ans d'attente. 13 ans, c'était long, hein. Et évidemment, cette suite se devait d'être encore meilleure que l'original, ce qui est toujours, on le sait, une très lourde tâche, comme PH. C'est vrai, les suites cinématographiques supérieures à l'original se comptent sur le bout des doigts d'une main. Hein. Il y a une scène sympa où justement ils discutent de ça dans Scream 2. Alors on a quoi? On a l'Empire contre-attaque, hein, bien sûr. On a Le Parrain 2, Rocky 2, Toy Story 2. On a Astérix Mission Cléopâtre aussi. Ouais. C'était pas difficile de faire mieux que le 1, mais entre les deux, il y a quand même un gouffre. Hein. Titre. On a Alien 2 déjà de James Cameron, Terminator 2 encore de James Cameron. Donc niveau suite, le mec il sait faire. Et surtout, Russian Institute, leçon 2. La leçon 1 était déjà très bien, mais on apprend encore plus de choses avec la leçon 2. Hein. Il y a combien de leçons en tout? 28. Ah oui, quand même. Oui, bah c'est tout un programme. Hein. Et tu les as toutes faites, toi? Oui, mais 4 fois chacune. Ah bah maintenant je suis incollable. Hein. Et pour Avatar 2, c'était pas facile de faire encore mieux. Quand Avatar est sorti, il a atteint 1 milliard de dollars en 19 jours et presque 3 milliards de dollars au total. Le film a rapporté 3 milliards de dollars. Pensez-y une seconde. Et bien voilà. Et surtout, quand il est sorti en 2009, personne n'avait jamais rien vu de tel. Et quand Avatar 2 est sorti en 2022, tout le monde avait déjà vu quelque chose de tel. Donc là, fallait faire encore mieux pour voir quelque chose de tel. Et surtout, on se demandait si, 13 ans après, les gens en auraient encore quelque chose à foutre d'Avatar et des navis. Mais quand le premier trailer d'Avatar 2 est diffusé, il fait pas moins de 148 millions de vues en 24 heures. À partir de là, tu te doutes un peu que le public y sera présent. Et du coup, Avatar 2 est en cela un film qui fait du bien, parce qu'il prouve que les grands films peuvent encore attirer beaucoup de gens dans les salles. Et c'est aussi parce que Cameron avait annoncé que le deuxième serait encore plus ouf que le premier, avec plein de nouveaux trucs qu'on n'avait jamais vus. Il a même dit dans une interview: You show me one image from this film that you've seen before and I'll give you $10. Ok, très bien mon James. Eh ben alors sors ton portefeuille mon con, parce que je peux te dire que les trucs qu'on avait déjà vus dans Avatar 2, il y en a une chier, et il y a même gavé de trucs que t'as carrément repris d'Avatar 1 du trou duc. La scène de Courage qui se réveille dans son avatar reprend les mêmes plans que quand Jack se réveille dans le sien dans le 1. Neytiri qui pleure pour les arbres arrachés, ben on a déjà vu faire la même chose pour l'arbre des âmes dans le 1. Bah oui, ben on l'a tous vu ça. Hein. Quand elle gueule sur son crâne pendant l'attaque du train, il y a exactement le même plan au début de la bataille du 1. C'est le même, c'est le mec qui a pris le même plan, il l'a remis dans le film. Là, contre-plongée et gros plan sur Jake qui crie. Et là, bah exactement pareil. Et des trucs comme ça, il y en a tout le long du film. Donc pour l'instant, tu nous dois 50 bucks, mon Jim. Et laisse-moi te dire que c'est pas fini. Le lien pour mon Tipeee est dans la description. Hein. Alors l'identité d'Avatar 2 change un peu. Hein. Le premier était la forêt, et pour le deuxième, hein, c'est quoi? C'est l'eau. Eh oui, c'est l'eau, évidemment. Et la mer, les crustacés, les oursins, tout ça, là. Il l'a assez répété pendant des années que ça allait se passer sous l'eau. James Cameron repart dans les profondeurs d'un élément qu'il connaît très bien, puisqu'il a déjà mis en scène beaucoup de fois. Tout d'abord dans Piranha 2, son tout premier film. Ensuite dans Abyss. Et enfin dans Titanic. Et à propos de flotte, ce qui a représenté le plus gros défi dans Avatar 2, c'est la performance capture, la capture des mouvements sous l'eau. Tout simplement parce que c'était un truc qui n'avait jamais été fait. Donc ils ont dû inventer la technologie pour le faire. Faut savoir que tous les points que vous voyez sur les visages des acteurs et des actrices là sont des repères qui sont filmés par des dizaines de caméras en même temps, sauf que la surface de l'eau, ça représente un espèce de petit miroir mobile qui reflétait tous les points qui le faisaient bouger et qui créait des espèces de faux repères que l'ordinateur pouvait confondre avec les vrais. Et rien que pour ça, ils ont mis plus d'1 an à trouver la solution. C'est pour des raisons comme ça qu'on a dû attendre si longtemps pour voir la suite. Bah oui, il avait été annoncé pour 2015 le film au départ. Et d'ailleurs, puisque les acteurs devaient être filmés sous l'eau, ils ont dû aussi s'entraîner pour jouer la comédie en apnée, ce qui est quand même pas banal sur un CV. Et c'est comme ça que certains acteurs, donc Kate Winslet en particulier, que James Cameron retrouve 25 ans après Titanic, ont battu des records. Kate Winslet a par exemple tenu 6 minutes 50 en apnée statique. Alors, je sais pas vous, mais moi, j'ai quand même un peu de mal à le croire ce truc-là. Là. Genre, Kate Winslet, elle a tenu 6 minutes 50 en apnée. Genre, 10 secondes plus tard, elle a tenu 7 minutes, quoi. Non mais, 7 minutes sans respirer, les gars, c'est les pros qui font ça. Alors d'accord, ils avaient un apnéiste professionnel qui leur a appris comment faire. Le mec s'appelait Kirk Crack, et il avait déjà formé Tom Cruise pour Mission Impossible. Kirk Crack, non mais... Encore des parents de merde là qui ont voulu donner un prénom à la con par rapport au nom là, tu sais. Je supporte pas ça, c'est nul. Bref, le mec c'est un pro et son record c'est un peu plus de 7 minutes. Et là, Kate Winslet elle arrive à 6 minutes 50, donc quasiment le record du professionnel. À mon avis, elle a triché, hein. Elle pouvait respirer sous l'eau. Hein. Elle avait des branchies comme Kevin Costner dans Waterworld. Hein. Je suis sûr que c'est ça. Hein. Alors évidemment, on retrouve Jake et Neytiri qui ont eu des enfants. Neteyam, l'aîné, Loak, le benjamin, Kiri, l'adopté, puisque c'est en fait la fille de Grace, et Took, la petite dernière. Alors, Kiri, les gars.
je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'elle est aussi sublime que géniale. C'est peut-être le meilleur personnage du film. Je sais pas ce qui va se passer avec elle dans la suite, mais ça risque d'être bien mortel. On retrouve aussi Quaritch qui meurt à la fin du premier, mais qui revient sous forme d'avatar dans le second. À savoir que Quaritch était destiné à revenir dès le premier film. On voit des images des making-of du premier film où Cameron dit à Stephen Lang que Quaritch a un avenir dans la saga. Donc son retour à l'écran, c'est pas un truc qui rêvait après, c'était prévu depuis le début. Alors oui, quelques photos encore de Zoé Saldana, hein. On en a jamais assez. Hein. C'est pour le plaisir des yeux, voilà. Non, c'est vraiment... Parce que c'est aussi le plaisir d'offrir. Hein. N'allez pas y voir une quelconque... hein. Non. Après, si vous voulez, je peux aussi vous mettre des photos de Sam Worthington. Hein. Mais ça, à la limite, je dirais que c'est pas très utile parce que vous m'avez déjà moi. Hein. Ça devrait vous suffire, hein, amplement. Allez, on lance le film. Et on commence direct sur les rochers qui volent. Les Alleluia Mountains, hein, le truc le plus beau qu'on ait vu dans le premier film. Bon, là, du coup, il commence immédiatement avec ça, quoi. C'est à peine cliché, quoi. Vous allez voir, le début du film, je trouve ça cliché à mort. Comme d'ailleurs tout le reste du film. Quelques plans sur les différents paysages, c'est bon, on sait que c'est beau, on a compris, hein. On a déjà vu ça dans le premier film, hein. Putain. Pour l'instant, c'est nul, hein. Non mais on a vu que 3 plans là. Oui, c'est 3 plans nuls. Les forêts de Pandora sont pleines de dangers. Ouais, ok. Bonjour déjà, non, peut-être? Ça se fait, non? Peut-être chez vous ça se fait pas, mais chez nous ça se fait. Hein. Ah, la voilà la princesse. Toujours l'air vénère, hein. Elle a pas changé celle-là. Jake a encore dû faire une connerie. Oh, mais elle est en cloque. Et y en a un qui a pas perdu de temps, hein. Bah remarque, moi j'aurais fait pareil, hein. Puis je peux dire, j'aurais pas attendu 13 ans, hein. Ça tu peux me croire. Et oui, Jake et Neytiri ont eu un premier enfant. Jake s'est déguisé en Rafiki pour l'occasion et il présente son bébé comme dans le Roi Lion. Neteyam. C'est un nom un peu chelou. Il est laid, hein. Il est très très laid, hein. Vous avez vu, il a une queue de tête. Mais c'est dégueulasse ce truc. Je touche pas à ça, moi. Et Jake dit qu'ils ont des colliers et qu'ils mettent une perle pour chacun des gamins qu'ils ont eu et des événements qu'ils vivent. C'est pour se rappeler aussi combien de gamins ils ont eu parce que ça doit pousser comme des champignons toute cette marmaille. Ah bah les moyens de contraception là-bas, ça doit pas exister, hein. Hein? Ça pousse comme des champlaires. Une perle pour l'adoption de notre fille, Kiri, née de l'avatar de Grace. Ok, donc ils ont adopté la fille de l'avatar de Grace qui était inconsciente, que on sait pas comment elle est tombée enceinte, on sait pas qui est le père, ni comment elle a accouché puisqu'elle est morte. Non mais alors là on nage en plein délire. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Une enfant dont la conception reste un mystère. Ensuite, y a qui d'autre? Vous n'avez pondu combien là? Et voilà, la famille s'est donc bien agrandie car Jake et Neytiri ont maintenant 4 enfants. Et du côté des humains, ça donne quoi? Il y a des scientifiques qui ont été autorisés à rester parce qu'ils étaient gentils, et les humains aussi, ils font des gosses. C'est comme ça qu'on découvre un autre moutard, Spider. Encore un nom de merde pour un enfant, d'ailleurs le gamin s'appelle Araignée quoi. Ils sont cons ces scientifiques, sérieux. Alors lui c'est pareil, personne ne sait qui est le père et qui est la mère, on nous dit juste que c'est un orphelin de guerre, une pupille de la nation. Et lui il est pote avec les enfants Sully. Ouais, sauf que c'est pas un navi, c'est un humain. Et l'autre grosse raciste de Neytiri, elle l'aime pas, précisément parce que c'est un humain. Ok, super raciste quoi, vieille meuf. Bon là on voit Jake qui engueule ses gamins parce qu'ils font chier, hein, forcément, il leur fait leur éducation. Ils vont chasser le peçon dans Ulmer. Pour l'instant c'est pas compliqué, il y en a que pour les gosses. Et à un moment donné ils vont se coucher ou qu'on passe un peu aux choses sérieuses quoi. Parce que le dernier film d'une grosse franchise qui a voulu mettre un gamin comme personnage principal, y a pas eu des super critiques. Alors après ce qui est bien c'est que les enfants grandissent aussi. Ah bah au début d'Harry Potter et Hermione elle est comme ça, et à la fin elle finit comme ça. Donc au final il faut simplement attendre, hein, c'est tout. Après Jack Lloyd il a fini comme ça. Tu vois, donc des fois non, j'ai attendre, c'est pas, il faut y aller tout de suite. Hein. Titre? Attention quand même. Allez, photo de famille, on sourit, clac, voilà, comme d'hab, il y en a toujours un qui fait la gueule. Au moins c'est bien parce qu'ils ont bien cerné le côté relou des gamins. On voit bien que Cameron a eu des gosses aussi, hein. Je pense que tous les parents se reconnaîtront à un moment donné ou à un autre dans le film quoi. Le bonheur est simple. Oui. Trop simple même, pour l'instant il se passe pas grand chose. Hein. Alors, très dans l'attente pour ça, ça s'annonce mal. Bon, bah écoutez, nous on va vous laisser, hein, on va aller boire un petit coup, hein, parce qu'a priori on rate pas grand chose. Bah évidemment je plaisante, il est très sympa de la part de Cameron de nous montrer 5 minutes comment ça se passe, de faire la présentation de la famille, et puis de nous montrer que bah, la vie suit son cours sur Pandora et que tout se passe bien. Comme disait Paulo Coelho, les choses simples, c'est bien. Et d'ailleurs, les deux tourtereaux vont pas pouvoir en profiter bien longtemps parce que Jacques voit une nouvelle étoile dans la nuit. Et là, qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bah, ça veut dire que les humains reviennent, ma gueule. Eh ouais, t'as cru que tu t'en étais débarrassé? C'est mort. La fête est terminée. Mais grave, les humains débarquent et foncent, charge brutale sans que personne les annonce. Ils reviennent et ils ne sont pas contents. Ils ont pas digéré la défaite de l'autre fois, donc cette fois, ils reviennent 10 fois plus nombreux et avec 10 fois plus de matos pour tout cramer, bordel. On crame tout, même les fourmis. On défonce tout et on pose les questions après. Ce qui est, vous me l'accorderez tout de même,
légèrement cliché. Là, t'as l'impression qu'il y a Rambo et Chuck Norris qui vont débarquer, là. Monsieur Cameron, on aurait peut-être aimé voir un peu plus de subtilité dans cette séquence. Serait-ce trop demandé? Je ne sais pas. En tout cas, c'est pas le seul truc cliché qu'on verra dans le film. Voilà donc pour l'intro, et on se retrouve directement un an plus tard. Et c'est qui qu'on découvre? Le colonel Quaritch, qui n'est pas mort. J'ai une petite voix de merde un petit peu, je sais pas pourquoi. Sa conscience a été transférée dans le corps d'un avatar. Et ouais, ils avaient tout prévu depuis le début pour le cas où il se ferait dessouder par un avis. Ils mettent un tuto pour expliquer comment ça marche, sa conscience, sa personnalité, ses souvenirs ont été sauvegardés sur une disquette, et il y a un avatar qui grandit sur Terre, et au cas où il y passe, il transfère tout dedans. Et ils ont fait pareil avec toute sa team. Et ben n'empêche que ça, c'est typiquement ce qui pourrait arriver dans le futur. Sans déconner, hein, je suis sûr, c'est un truc, l'idée est bonne quoi. Et si ça arrive, j'espère qu'on pourra choisir sa couleur d'avatar. Moi je prendrais orange à pois vert. Comme les gens d'étanchéité pour conduite d'évacuation de climatiseur de morgue d'Alphonse Robichu. Merci à ceux qui auront la ref. Ce dont tu ne te souviendras pas, c'est de ma mort. Normal, puisqu'elle n'a pas eu lieu. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais ce tour de passe-passe scénaristique pour ramener à la vie donc le colonel Quaritch et puis toute sa team, eh ben elle est somme toute très bien amenée. Je vois pas ce qu'on peut reprocher à ce truc-là parce que finalement, ça aurait complètement pu se passer comme ça. Si t'es vraiment mon clone, tu feras tout pour te venger. Et Jake Sully sera forcément le premier de ta liste. Eh oui, on rappelle quand même un peu les bails, on n'est pas là pour se marier. En gros, là, il lui dit, n'avez-vous pas quelqu'un à tuer? Allez, c'est parti, petite scène d'action, on en avait bien besoin, là. Et dans le cinéma, je commençais limite à m'endormir, moi. Là, les navis vont faire exploser un train qui transporte des civils qui n'ont rien fait à personne. C'est vraiment des gros enfoirés, ces navis, quoi. Ils tuent des innocents. Si ça se trouve, il y a des enfants dedans. Non mais c'est un train de marchandises. Mais qu'est-ce que t'en sais? On n'en sait rien, y a pas de fenêtre, on peut pas voir. Bah justement, y a pas de fenêtre parce que c'est un train de marchandises. Oui. Vous avez vu qu'ils tuent tout le monde, hein. Le pilote d'hélicoptère, tout le monde, hein. Ils font aucun prisonnier. Hein. En fait, ils sont pas du tout si pacifiques que ça. Hein. Ils veulent se faire passer pour un peuple gentil. Ils veulent pas mieux que les autres. Hein. Allez, ils récupèrent les armes, et bien évidemment, il y a les deux fils de Jake qui sont là, et le plus jeune Loak qui veut aller sur le terrain, mais son grand frère Netayam lui dit qu'il ne faut pas le faire. Alors si on n'est pas trop con, on se doute que ça va pas bien se terminer pour lui, là, le petit con là. Il descend, il chope des armes aussi. Bon alors par contre, faudra arrêter avec vos cris à la con, hein. Vous êtes ridicules. Bah tiens, pour la peine, il y a un hélico qui arrive, tiens. Hey, bam! Mangez-vous ça dans les dents, bande de sauvages, ça vous apprendra à abîmer le matériel. Dis, je sais pas si vous êtes au courant, ça coûte cher un train comme ça. On voit bien que c'est pas eux qui payent. Bon là par contre, c'est chaud parce que Netayam est blessé là. Et du coup, Jake il est bien vénère et il va leur passer un de ses savons. Mais en même temps, qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire venir foutre la merde là? Ils écoutent rien de ce qu'on leur dit. Bon, pendant ce temps, Quaritch il briefe les troupes, il leur dit qu'il va falloir trouver et tuer Jake Sully. Putain non mais regardez la gueule des avatars quoi. On se croirait dans une cinématique du dernier Call of Duty quoi. Je sais pas vous, mais encore une fois, je trouve ça ultra cliché. Entre l'abruti qui soulève de la fonte, l'autre crâne rasé avec ses tatouages qui mâche un chewing-gum et les tocards qui se check juste parce qu'on leur a dit qu'il y avait du McDo à midi. Franchement, toute cette team-là, à première vue, je me rappelle dans la salle m'être dit, mais j'ai trouvé ça un peu bidon. Après, je sais pas, c'est peut-être la réalité, peut-être que les soldats américains sont comme ça. Mais putain, la race qu'ils ont, quoi. Même en avis, ils sont trop laids, quoi. Bon, cela dit, elle m'excite un petit peu quand même. Un petit peu, juste un tout petit peu. Mais... quand même. Allez, on arrive au camp de base des tomato ketchup là. Omati Kaya. Oui, c'est pareil. Jack, comme prévu, il engueule bien ses gamins devant tout le monde. En même temps, c'est normal parce que... Les enfants sont pourris, vous savez. Vous savez, ça pourrait être le slogan du film. Avatar 2, les enfants sont pourris, vous savez. Et pendant que Jack leur fait la morale, Neytiri elle tempère un peu les choses. Ton fils saigne, il est blessé. Oh putain, mais alors elle, quand elle te regarde comme ça, c'est le genre de nana qui te détruit en un regard. Et en plus, j'adore sa tenue vestimentaire. C'est un peu trop habillé à mon goût, mais on est quand même sur quelque chose d'intéressant. Bon, et pour Loak, ça dit quoi? Alors Loak, je t'ai encore pris la main dans le sac. Tabarnak. Oh, y a pas le feu au lac. Ferme-la, sale morbac. La prochaine fois, tu restes ici. La Kodak. Bon, les frangines soignent les frangins, leur maman les surveille, et moi je surveille leur maman. Et là, Neytiri va dire à son mari qu'il faut qu'il arrête un peu de se la jouer Sergent Hartman dans Full Metal Jacket, parce que si tu veux, c'est pas une escouade, ce sont des enfants. Et c'est vrai que Jack, des fois, avec ses enfants, il va un peu loin. Titre. Non. Tu suces des nœuds? Chef, non, chef! Tu serais pas popeur de part? Chef, non, chef! Parierais que t'es du genre à enfiler un mec jusqu'au trognon sans avoir l'élémentaire politesse de lui manipuler gentiment le petit frère. Ouais, non, il est un peu trop dur, il va un peu trop loin. Titre. Là c'est bon là. Ok, ouais. Alors là, c'est marrant parce qu'on apprend que les navis peuvent respirer l'air humain hyper longtemps avant de devoir respirer le leur. Oui, parce qu'il y a un air humain et un air navi. Oui. Alors que si nous, on respire le leur, on meurt en 20 secondes. Hein. Je sais pas comment c'est possible, ça, mais en tout cas, ça veut dire qu'une seule chose, c'est qu'encore une fois, nous, on est complètement bidon par rapport à eux. En revanche, nous, on a la technologie. Par exemple, eux, ils n'ont pas de sac à dos pour pigeons. Eh ben, nous, on en a. Bah. Et là, Kiri, elle voit sa mère, un avatar sans vie et sans conscience. On n'avait pas l'idée que c'est quand même bien chelou, cette histoire. C'est aussi chelou que Kiri est belle. Putain, mais alors ça, les mecs de la Weta, ça, ils savent faire. Hein. Oh la vache, je vais essayer de pas tomber amoureux de la fille. Déjà que c'est pas évident avec la mère. Mais attends, elle est super jeune, Kiri. Oui, bah écoute, on sait pas. Alors moi, je sais pas quel âge elle a. Mais elle aime la bite, hein. Oh non, putain, les gars, non, mais mettez le bon extrait aussi. Non, c'est vrai que je sais pas quel âge elle a, mais c'est vrai qu'elle est belle. Et de toute façon, en plus, elle est grande, donc forcément, bah, ça rattrape le truc. Ah non. Non? Non, pas du tout, non.
Ouais, merde. Ah, je pensais que la taille, ça pouvait faire pencher la balance. Bah, c'est pour ça que, par exemple, les magiciens, ils aiment bien les hobbits. C'est parce que ça a la taille d'un enfant, mais que c'est légal. Bon, là, ils se demandent qui est le père, hein. Spider et Loak se foutent de la gueule de Curie en disant que c'est Norm qui a mis Grace enceinte. Et ensuite, Spider lâche une grosse bombe. C'est pas forcément un cadeau de savoir qui est son père. Tiens, c'est bizarre. Pourquoi il dit ça, lui? Tu n'es pas cet homme. Mais enfin, mais de quel homme parle-t-il? BAM! Ah ouais! Spider serait donc le fils du colonel Quaritch. La situation est un peu spéciale, parce que son père est mort, et il n'a plus pour père qu'un avatar qui n'est donc pas de la même espèce que lui, et qui n'est pas son père, mais qui a hérité de la mémoire de son père. T'imagines quand il va devoir présenter son père à sa meuf? Alors là, on voit que les humains sont en train de construire une ville sur Pandora. Hein. Là, ils ont passé la seconde, ils sont plus là pour l'Unobtainium, ils sont carrément venus s'installer. Il s'agit de faire de Pandora un nouvel habitat pour l'humanité. Et ouais, la Terre se meurt parce qu'on a tout cramé comme des connards, donc on vient de trouver un nouvel endroit qui a l'air tout beau pour s'implanter dessus, en cramant également tout dès qu'on arrive sur place. Bon, étant allé sur le terrain, là, on va essayer d'aller trouver les singes bleus, là. Et évidemment, au même moment, il y a les gamins qui sont dans le coin. Et devinez qui c'est qui va encore désobéir aux ordres? C'est Loak, qui fait encore n'importe nawak, qui va tomber dans un cul-de-sac et qui va finir en vrac. Et là, c'est trippant parce que Quaritch, il arrive sur les lieux où il est mort, sauf qu'il le découvre, lui, parce qu'il peut pas s'en rappeler. Il voit même le squelette de son lui original. Ça va être assez trippant comme situation. Pendant ce temps-là, les gamins qui les ont vus préviennent leur daron, qui leur dit de se barrer tout de suite, sauf que c'est trop tard. Ils se font pécho par les squads. Évidemment, ils savent pas faire autre chose que se foutre dans la merde, de toute façon. Les marines comprennent que les gamins sont des métis car ils ont 5 doigts, alors que les navires pure souche n'en ont que 4, ce qui veut dire que l'un de leurs darons est humain, et qu'un humain peut se reproduire avec un navi. Bizarre. À mon avis, si c'est le cas, la femme navi, elle doit rien sentir. Alors que la femme humaine... Et quand Quaritch demande à Loak de montrer ses doigts, voilà ce qu'il fait. Non mais oui, mais c'est bien, voilà, mais continue, espèce de mal élevé là. Non mais franchement, Jake, c'est comme ça que t'élèves tes gosses? Mais lui, il mérite d'être collé jusqu'à la fin de l'année. Du coup, Quaritch comprend tout de suite que c'est le rejeton de Jake, et il va aussi comprendre autre chose. Miles. Eh ouais, il se rappelle de lui, seulement il l'a jamais connu. Bon, les parents arrivent à la rescousse, Neytiri pousse des petits cris discrets pour prévenir ses gosses qu'elle est là. Jake, il se met en mode Rambo, furtif comme un truc furtif. Et bam, compta. C'est parti, baston dans les bois. Là, on se rend compte que Jake et Neytiri connaissent bien le terrain. Ils éliminent les soldats les uns après les autres. Et quand il faut se barrer, il y a l'araignée qui tombe de sa toile et qui se fait rattraper par la patrouille. Kiri le voit et veut aller le chercher, mais Neytiri dit que non, il faut se barrer. Putain, comment elle le laisse tomber, là. Juste parce qu'il est pas comme eux. Oh. La salope. Et de retour au camp, Jake va dire à sa femme qu'il faut se barrer, parce que Spider sait où ils habitent et il va certainement tout baver à son daron, parce que ça reste un enfoiré d'humain. Seulement Neytiri, elle veut pas, elle dit que ici c'est leur maison. Tu vois cet arc, je l'ai fait avec du bois d'ici, pas du bois d'ailleurs. Ailleurs, il y a même pas de bois de toute façon. Écoute, tu vas pas me faire chier, et du bois il y en a partout, tu pourras faire ton arc où tu veux. Ah non, mais Neytiri veut pas partir, hein. Et les enfants non plus. Seulement maintenant, il y a une réalité. Notre présence met le peuple en danger, ce sera un massacre. Et oui, et malheureusement la vérité, il va falloir l'accepter. Une seule chose est certaine. C'est qu'il faut que t'arrêtes de chialer dès qu'il y a un truc qui t'énerve. Non mais c'est vrai, je veux dire, c'est une guerrière, à un moment donné, faut qu'elle se ressaisisse là. En plus, elle sait pas où ils vont aller. Si ça se trouve, ils vont aller dans un endroit super sympa. Et on va aller où alors? Moi j'ai entendu parler d'un endroit hyper cool et hyper beau. Ça s'appelle Rungis. Oh putain de merde. Bon, il y a son daron avatar qui vient le voir, il va essayer de le prendre un peu par les sentiments en mode salut, tu sais, toi et moi on se ressemble, hein. Enfin non, on se ressemble pas du tout en fait, mais... Je suis pas ton père. En théorie, toi et moi, on n'a aucun lien de parenté. Ah bah super l'approche, si tu veux gagner sa confiance, c'est pas trop comme ça qu'il faut faire. Tu lui proposes quoi alors? T'aider à sortir d'ici. Ah, là d'un seul coup il écoute Spider. Mais David, qu'il y a un moment où il va basculer ce petit salopard. En attendant, il est temps pour la famille Sully de décarrer. Bisous, faites attention sur la route. Puis traînez pas, parce que il y aura du monde au péage. Hein. Neytiri est rechielle encore. Bon, pour sa défense, c'est vrai que ça doit être bien relou quand même. Mais bon, c'est quand même cool, je veux dire, ils vont faire un tour, ils vont voir le monde. Allez, on y va. Ne vous retournez pas, hein, soyez forts. Hein. Faut regarder vers la... Non, mais ne vous retournez pas, je vous dis, putain de... Mais arrêtez, merde. Droit devant, je vous ai dit, droit devant, là. Faut regarder vers le futur, là. Faut y aller, là. Un père protège. C'est sa raison d'être. Et ouais, Jake c'est le daron, le chef protecteur. Lui dans ce film, son rôle est clairement défini. Hein. Il va faire ça et rien d'autre. Allez, après un long voyage, ils arrivent enfin. Ouais, c'est ça Rungis. Allez, ça a un peu changé, ouais. Bah, c'est à cause du réchauffement climatique. Et ils arrivent donc à Awa-Atlu, un village de Makitori. Metkayinas. Makikata, oui, le peuple des mers, quoi, le peuple des îles. C'est le genre d'endroit où on te fout un collier à fleurs à la con dès que t'arrives là. Bonjour, bonjour. Alors, on a un petit planteur de bienvenue ou quelque chose? Oh, dis donc, ils ont pas la même couleur. Je sens que ça va encore être simple cette histoire. Ah, il y a une nana qui sort de l'eau en mode Pamela Anderson. Je m'excuse, mais tu lui ressembles pas du tout. Tu tiens plus de la princesse Ruto du peuple de l'eau dans Zelda, qui n'est pas mal non plus. Hein, vous imaginez que moi, je suis capable de fantasmer devant un truc comme ça. Bah j'avais 14 ans, hein, tu sais, Pornhub ça existait pas. Hein. Et évidemment, les femmes étant toujours un peu moins cons que les mecs, bah elles viennent tout de suite calmer le jeu. Alors là vous allez voir que pour créer ce peuple des récifs, James Cameron s'est inspiré
un petit peu de la culture maori et des peuples polynésiens, tu vois, mais c'est léger, si tu veux, c'est-à-dire faut vraiment le voir, faut être attentif aux détails. Là, par exemple, t'as Tonowaru, le chef du clan, qui arrive, bon, tu peux voir une petite référence avec les tatouages, mais c'est léger, vraiment, tu vois. On essaiera de spotter les autres références à ça, vous allez voir, c'est pas facile. En tout cas, comme lorsque Jack arrive dans le clan des Omaticaya dans Avatar 1 et qui rencontre le chef, mais c'est la daronne qui fout les boules et qui prend toutes les décisions, bah ici, c'est exactement pareil. Et oui, monsieur Cameron, vous avez repris le même concept. On arrive à 60 $. C'est-à-dire que le plus imposant, c'est le daron, mais derrière chaque grand homme se cache une femme. Et celle-là, elle s'appelle Ronald. Ronald? Comme Ronald McDonald? Non, ça n'a rien à voir, non, ferme ta gueule, toi. Jack va demander au clan de les accueillir, parce que, bah, ils sont recherchés par les extraterrestres beaucoup plus puissants qu'eux, et qui vont les traquer jusqu'au bout, et qui vont tout cramer pour les retrouver. Donc, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut s'installer chez vous? Promis, on fera pas de vagues. Bah oui, parce que nous, des vagues, on en a déjà plein ici, on n'a pas besoin d'autres. Et Ronald, elle dit que ça marchera pas. Que voilà, ils ont pas les mêmes bras, ils ont pas la même queue. Et c'est vrai, hein. Vous avez vu les bras et la queue, là, des Mitakaye, là? Maître Kalinaz. Oh, ça va, ils sont plus gros et beaucoup plus adaptés à la vie aquatique. Ces enfants ne sont même pas de vrais navires. Oh là là là, dis donc, le racisme, là, c'est pas que sur Terre, hein. Ah, les gens comme ça, ils sont partout, hein. Ils sont dans les campagnes, ils sont dans les villes, ils sont sur les réseaux sociaux. Bon, Neytiri, elle va s'en mêler, là, elle va pas se laisser faire. Nom de Dieu qu'elle est belle quand elle s'énerve. Ouais, excusez-la, elle a pas très bien dormi. J'ai très bien dormi, on a un nouveau matelas Emma. Elle a pas très bien dormi, hein. Ok, excusez-la, elle est fatiguée. Bon, sinon, l'autre Maui, là, il en pense quoi, lui? Il a quelque chose à dire ou c'est une petite bite? Pas question de vous laisser importer votre guerre ici. J'importe ce que je veux, ok? Non, si je déconne, hein, on n'apporte rien. On a juste quelques fruits et du fromage, c'est tout. Ah, s'il y a du fromage, là, c'est différent. On peut peut-être négocier. Bah, c'est parce que le fromage, ils connaissent pas trop ici. Ils bouffent que du poisson. Et vous avez rapporté quoi comme fromage? Du kiri. Bon, du coup... Toluk Makto et sa famille vont s'installer chez nous. Oui, alors par contre, il est plus Turuk Makto, hein, et quand il est parti, il l'a dit lui-même. Donc là, il abuse un peu de sa stature, tu vois, il ment un peu sur le CV, quoi. Bon, bah il est cool, Jonalomu, là. Il va même nommer son fils Aonung et sa fille Sireya comme guide pour les enfants. Comme la mère de Neytiri avait nommé sa fille comme guide pour Jack. 70 $. Hein. Voilà, il leur montre leur nouvelle maison. Et non, c'est pas grand, hein. Et pour 6, là, y a qu'une pièce, quoi. Niveau intimité, c'est pas top, hein. Quand tu veux faire ta crotte, tu fais comment? Excusez-moi, c'est par où pour aller au water? Oh bah tu fais dans l'eau, hein, comme tout le monde, hein. Puis tu te débrouilles pour qu'on ne voit pas parce que c'est quand même dégueulasse. Bon là, Jack fait un petit speech à la famille vite fait pour dire qu'il va falloir faire profil bas, apprendre vite et éviter les problèmes. Et comme on s'en doute bien, les gamins vont bien éviter les problèmes. Ouais. Je veux rentrer à la maison, moi. Oh, les pauvres petites mémères. Bah non, on rentre pas, non. On reste là. Putain, faut savoir, il y a 5 minutes, t'étais contente, tu sautais partout. Et là, maintenant, tu chouines et tu veux rentrer. Alors? C'est ici, la maison maintenant. Et c'est parti! Découvrons ensemble la grande bleue dans les profondeurs. Tu parles de Neytiri? J'aimerais bien, ouais. Alors, à quoi ça ressemble, hein? C'est magnifique ou pas? J'espère qu'on va te prendre la même claque qu'on s'est prise en découvrant la forêt nocturne de Pandora. Oh, putain! Ah oui! Ah, c'est beau! Ah ouais! Ah ouais, bah super les gars, très très bien. Et pourtant on est loin de Marseille. Hein. En fait les mecs Kalinaz, c'est des gros dégueulasses. Ils te balancent toutes les ordures à la baille. Ah non mais au moins il y a des belles couleurs, hein. Regardez ça. On peut dire qu'ils sont respectueux de la nature. Hein. Bon plus sérieusement, c'est là que le film devient enfin vraiment kiffant. On découvre enfin le monde du silence. Il y a effectivement de très belles choses. Ensuite on voit Loak qui essaie d'apprendre à contrôler un Ilou. Exactement comme son père essayait de contrôler un Ouli dans le premier. Ça s'appelle pas Ouli mais ça aurait très bien pu. Dans le 1, Neytiri dit à Jack de faire le lien en douceur. Dans le 2, Sireya dit à Loak de faire le lien en douceur. Dans le 1, Jack se casse la gueule au bout de 5 secondes. Dans le 2, Loak se casse la gueule au bout de 5 secondes. Dans le 1, les mecs se foutent de sa gueule. Dans le 2, les mecs se foutent de sa gueule. Dans le 1, Neytiri se moque gentiment de lui. Dans le 2, c'est Sireya qui se moque gentiment de lui. Eh oui, mais on arrive tranquillement aux 100 $, hein, minimum. Salopard, ce que t'as l'air d'oublier, c'est que parmi ton public, il y a des youtubeurs ciné qui ont l'œil. Et la moindre répétition, elle se voit, mon gars. Alors je sais bien que t'essaies de faire ton mieux, mais ton mieux, il ferait bien d'être vachement mieux que ça. Pendant ce temps-là, Jack, il essaie le modèle du dessus. Alors ça, c'est au moins 1200 chevaux, ça. Et ça, sur l'autoroute, mon vieux, ça doit avoir de la patate. Ah, celui-là, il vole même. C'est pas mal, ce machin. Dis, ça doit coûter cher. Il y a peut-être moyen de faire un leasing. Vous faites les leasing ou pas? Bah, faut 50% d'apport. Ah oui. Et vous avez de l'occasion ou Non, on n'a plus rien, on a tout vendu, là. Et pendant ce temps-là, il y en a une autre qui est toujours pas remontée. Devinez qui c'est? Alors dans ce film, s'il y en a une qui est en communication parfaite avec la nature, c'est bien elle. Elle a déjà apprivoisé un Ilou. Là. Et évidemment, le truc fait un bruit de dauphin. Hyper original encore là. Tu pouvais pas travailler le son un minimum? Oh la flemme de l'ingé son quoi, créativité zéro. Et pendant que Ronald chope des coquillages, peut-être pour mettre dans les toilettes, Kiri apprend carrément à utiliser la force. Oui, la force. Puisqu'elle arrive à commander les petits poissons et à les faire bouger comme elle veut là. Alors celle-là on sait pas ce qui se passe mais là elle nous cache quelque chose. Il y a moyen que ce soit un genre d'élu super puissante. Elle aurait peut-être même été créée par la force. Faudra analyser son taux de midi-chlorien pour voir. Du coup quand les autres ils viennent la voir ils se foutent de sa gueule. Tu serais pas un genre de
Le monstre? Ah, ils sont salauds, ça se fait pas franchement. Et moi ça là, la graine de vermine. Mais en même temps, ils ont raison aussi, et l'autre elle a 5 doigts, et c'est dégueulasse. Allez, les frangins arrivent pour la défendre. Hey, mon ciboire d'hostie de calice de merde, tu pues en hostie, toi. Si je te pogne, tu vas t'en rappeler toute ta vie là. Allez, c'est des navires québécois. Ah, y en a quelques-uns. Ils sont bien cachés. Bon, pour l'accent, après, ils sont pas ouf. Et Loak, il a la niaque, il va lui faire la feinte du coyote des îles. Il lui colle une bonne patate de forain. Non mais attends, mais comment l'autre il a pas vu arriver le truc à des kilomètres quoi. Et là il y a baston, c'est parti. Mais ça ira pas très loin parce que ça reste quand même des gamins qui savent pas se battre. Leur bagarre elle ressemble plus à une baston de cycliste qu'à un duel entre The Rock et Jason Statham. Du coup, ils vont encore se faire engueuler pour changer. Bon, Loak va s'excuser auprès des autres qui lui disent ok, c'est bon, et qui vont l'emmener pêcher dans un endroit secret. Sauf qu'au dernier moment ils vont se barrer et lui va se faire prendre en chasse par un truc énorme qui veut le bouffer. Là. En plein un bon gros coup de pute bien sale comme on les kiffe. Et au dernier moment où Loak est sur le point de se faire bouffer par la grosse bait, il se fait sauver par un truc encore plus gros. Et oui, c'est logique. Il y en a toujours un pour manger l'autre. Et c'est comme ça qu'il rencontre une grosse baleine qui s'appelle Jean-Jean. Alors, c'est pas une baleine en fait, ça s'appelle un Tulkun. Et il s'appelle pas Jean-Jean, il s'appelle Jean-Jacques. Mais il préfère qu'on l'appelle Jean-Jean. Tu m'as sauvé la vie. Et Loak va aussi l'aider en lui enlevant un gros harpon planté dans sa nageoire. Et c'est comme ça qu'ils vont devenir poteaux. Le mec est quand même pote avec une baleine. Mieux, un Tulkun. Et moi je trouve qu'être ami avec un Tulkun, ça peut être plus important que d'être ami avec des vrais amis. Ils vous protègent. Quand il y a du danger, moi, je suis avec un Tulkun. Eh oui, j'ai mes 203. Et donc, il continue de discuter le bout de gras comme ça jusqu'à la tombée de la nuit. Et quand il rentre, il se fait engueuler parce qu'il a pas fait ses devoirs pour le lendemain. Ah oui, non, mais il y a un moment donné, il va s'en prendre une et puis alors il l'aura pas volé. De toute façon, si c'est pas son père qui lui met, c'est sa mère. Et si c'est pas sa mère, c'est moi. Bon, finalement, les gamins vont tous devenir potes quand Loak va leur raconter qu'il a rencontré un Tulkun avec une nageoire coupée. Et les autres lui disent qu'en fait, il a rencontré Payakan. Alors moi, il m'a dit, il s'appelait Jean-Jean. Hein. Ah non, il s'appelle Payakan. Ah non, je vous jure, non, moi, il m'a bien dit Jean-Jean. Et donc, les autres lui disent qu'en fait, Payakan, c'est un gros connard. Il a tué plein de navires et aussi d'autres Tulkun et il faut pas que Loak le revoie. Mais Loak leur dit que non, tout le monde se trompe. Il est petit Jean, le Jean-Jean. Du coup, il va revoir Jean-Jean pour lui demander pourquoi il était banni. Jean-Jean, où c'est que t'es, gamin? Reviens, tu vas pas rester tout seul dans ce bois. C'est océan. C'est océan, oui. Pendant ce temps-là, les autres, ils sont allés à l'arbre des âmes. Vous savez, ils en ont un comme dans le 1, sauf que celui-là, il est sous l'eau. En fait, chaque tribu a son arbre, quoi. C'est un peu leur serveur, quoi. C'est là, ils ont tout leur donné dessus. Et ils l'ont mis dans l'eau pour qu'il refroidisse naturellement. Donc, Kiri va se brancher dessus et elle va pouvoir parler à sa mère biologique. Qui est mon père? J'ai besoin de savoir. Alors, ton père, c'était lui. Voilà, c'était une fusion entre le grand Schtroumpf et Mufasa. Il s'appelait Schtroumpfassa. Et là, il va se passer un truc chelou. Kiri va avoir une attaque. Elle va faire une Claude François. Elle a essayé de se débrancher sans éjecter le disque avant. Mais faut pas faire ça, vous savez, ça peut endommager les données. Les scientifiques débarquent avec leur matos. Bon, elle est morte, hein. Ouais, non, y a plus rien à faire. Menteur, c'est pas vrai. Mais non, déconne, alors, elle va très bien. Elle va très bien, mais par contre, faut pas qu'elle recommence, sinon ça pourrait lui être fatal. La prochaine fois, faudra penser à bien éjecter le disque avant de débrancher le câble. Ah, qu'est-ce qui se passe là? C'est l'heure de la bouffe? Oh putain, il y a tous les Jean-Jean qui débarquent. Suivant le cycle éternel de la migration, les Tulkun étaient de retour. Et ouais, sauf que ceux-là, ils sont pas comme les autres. Ceux-là, ils ont des tatouages tribaux aussi. Putain, mais le cliché, quoi. C'est bon, tout le monde a un tatouage tribal maintenant. Même les baleines. Oh, les vieux kékés, quoi. Et oui, dans Avatar, il y a des baleines kékés. En même temps, bon, il y en a qui sont quand même assez mortels. Moi, perso, j'aimerais bien en avoir. Comme celui de George Clooney, là, dans Le Nuit en Enfer, là. Et pourquoi ils ont des tatouages comme ça? Parce que ce sont les frères et sœurs spirituels des maîtres Kalinas. Ce sont leurs bros et leurs sis. Ils se connaissent hyper bien, ils connaissent leurs enfants et tout, hein. Là, c'est la communion avec les animaux à l'état pur. Tout qu'elle va chercher sa sœur. Hey, Kiri, on va voir les vaches? Allez, c'est la chou, tout le monde est fan de se retrouver. Putain, ce plan est mortel, hein. Alors, oui, cette scène est super belle. Il y a un côté un peu bisounours, arc-en-ciel, les animaux sont gentils, le monde est merveilleux, tout ça. Sauf qu'en vrai, on kifferait tellement que ça se passe comme ça, et qu'on puisse nous aussi communiquer avec des baleines comme ça. Si, c'est la vérité. Après, qu'une baleine, moi, me présente son baleineau, je m'en fous. Mais je veux dire, peut-être communiquer, juste pour, par exemple, faire du surf dessus, ça peut être cool. Là, cette scène nous fait kiffer parce que ça, on voit ça avec notre cœur. Jake et Neytiri découvrent un peu tout ça aussi, hein. Oh putain, Neytiri, non mais c'est pas possible. Là, je crois vraiment qu'on a trouvé la race d'extraterrestres la plus belle de l'histoire du cinéma. Pendant ce temps-là, Quaritch, qu'on avait presque oublié, crame tous les villages du coin pour retrouver Jake. Du coup, Tonorawi dit à Jake que là, la bataille, elle se rapproche. Là. Surtout que Quaritch va se joindre aux humains qui chassent le Tulkun. Les mecs ont du pur matos, ils ont des robots en forme de crabe. Ah, c'est trop d'art. Il y a une bonne petite scène de chasse, là. Ah, je peux te dire que Paul Watson, il tiendrait pas 2 minutes, là. Ah, je kifferais trop être avec eux, là, comment ça a l'air terrible. Tu kifferais tuer des Tulkun? Mais grave, putain, on s'en fout, c'est un film, ça n'existe pas, les trucs. Et ils chassent le Tulkun parce qu'à l'intérieur des trucs, il y a un liquide qui peut arrêter le vieillissement. Et voilà, encore plus cher que le Noctenium d'Avatar 1. Et on apprend en même temps qu'en fait, les Tulkun sont ultra intelligents. Ils ont la musique, la philosophie, les mathématiques, et même un langage complexe. Alors, ils ont un langage complexe, mais est-ce que par exemple, ils peuvent parler à l'imparfait du subjonctif? Certainement pas. Bah nous si, voilà, et on n'en fait pas des caisses. Alors évidemment, quand Ronald, elle voit sa sœur spirituelle et le fils scanner, bah elle est vénère. Et c'est tout le clan qui se chauffe bien pour aller péter la gueule à ceux qui viennent du ciel.
voyez, alors voilà, petite référence encore très subtile au peuple maori. Mais Jack leur dit tout de suite de se calmer parce que les humains vont les défoncer et il leur dit plutôt qu'il faut dire au Tulkun de se barrer. Et Neytiri, elle, comme d'hab, fait rien. Et ça c'est chiant parce que Neytiri, c'est le cœur d'Avatar. C'est l'âme du premier film. C'est une guerrière de ouf. Mais dans cette suite, malheureusement, on se concentre beaucoup plus sur les enfants, ce qui fait qu'elle a un rôle beaucoup moins important. C'est un peu dommage. Loak part prévenir Jean-Jean, mais il s'est fait pister et les aliens arrivent. Qu'est-ce que tu fous, Loak? Aidez-moi! Il faut sauver Willy! Et ouais, et là, les enfants sont encore une fois tombés dans le piège. Les parents arrivent à la rescousse. J'aime bien le fait que tout le monde soit à d'autres poissons volants et que même Jack qui s'est adapté, tu vois. Mais que Neytiri soit la seule qui ait gardé un Ikran, quoi, parce qu'elle, c'est une meuf de la forêt. Elle, au moins, elle renie pas ses origines. Allez, c'est parti, tout le monde se prépare pour la grande baston finale. Les navis contre les humains. Et comme dans le 1, on espère trop que c'est les navis qui vont gagner et que tous les humains vont crever. Et c'est quand même plutôt amusant comme situation. Et vous savez qui va gagner? À mon avis, ce sont les navis. Petite course-poursuite sous-marine entre les humains et les gamins, cette scène est plutôt sympa. Les humains arrivent à nouveau à capturer Loak, Touk et Tsireya. Bravo Loak, t'as encore bien géré mon con. Il n'apprendra donc jamais. Et Jean-Jean qui est toujours dans les bons coups, il voit son poteau qui est attaché au bateau. Et ça lui plaît pas du tout. Alors il prend l'élan et... Geronimo! Blah! Il vient te faire un de ses ménages. Et c'est le moment que les navis choisissent pour attaquer, et c'est parti pour la baston. Cette scène est absolument géniale, ça va 100 à l'heure, la caméra bouge dans tous les sens, il se passe des trucs de partout. Et malgré ça, ça reste hyper fluide et hyper lisible. On voit tout, on comprend tout, rien ne nous échappe. Il y a une mise en scène et un montage hyper propre. Et là, il va encore se passer un truc de ouf. Kiri, qui est avec Dumb and Dumber, va se brancher sur une grosse anémone et va les contrôler pour choper les petits sous-marins aliens et les exploser, bande de bâtards. Kiri contrôle les animaux. Je sais pas si c'est une Jedi, mais en tout cas, elle contrôle la force. Spider, qui est à l'intérieur, défonce aussi le bateau. Il essaie de faire sa part, tu vois. Bon, c'est pas mal, il aide bien. Après avoir aidé son daron pendant une bonne partie du film, il revient du côté clair. Et bam, wouhou, tout le monde vole dans tous les sens, là. Sérieux, je sais pas comment ils arrivent à faire pour ne jamais montrer aucune tub et aucun nibar pendant tout le film. Les navis, ils ont 3 pauvres algues sur le corps et bougent dans tous les sens, mais tu vois jamais rien. C'est vraiment nul. Netayam vient attacher les autres, mais ils doivent aller libérer Spider. Encore une idée à la con de Loak, il va faire de la merde jusqu'au bout, celui-là. Les deux frangins vont sauver le troisième, mais sont canardés. Et là, truc de ouf, Netayam s'est pris une balle. Il est touché. Ah là là là, ça sent le sapin, ça. Ou la moule, plutôt. Allez, toute la famille se retrouve, ils se rassemblent autour de Netayam. Là, ils ne peuvent plus rien faire, ils sont impuissants. Et Netayam meurt. Ouais. Absolument. Ouais. Bah on va pas demander c'est la faute à qui, hein. Neytiri, bah elle pleure pour changer. De toute façon, elle chiale une scène sur 2. Et bah c'est quand même super triste, on va pas se mentir. Et surtout, c'est une grosse surprise. On pensait pas que Cameron irait jusque-là. Il tue le premier-né de Jake et Neytiri, leur enfant préféré. Bah parce que tout le monde le sait, hein, l'aîné d'une fratrie, c'est toujours le préféré des parents. Hein. Si. Mais calme-toi, Neytiri, oh, t'en as encore 3, ça suffit largement. Hein. Bon, maintenant, faut aller chercher Kiri et Touk, qui se sont encore fait kidnapper. C'est jamais que la 17e fois du film. Franchement, Jake, tu dis que tu sais protéger ta famille, mais là, tu chies dans la colle. Et c'est parti pour le carnage. Ça y est, on retrouve enfin notre couple de guerriers sanguinaires. Ils déchirent tout en mode ninja. Par contre, c'est marrant parce qu'alors tous les autres, là, Tonowari et tout le clan des Yamakasi, là. Metkayina. La gueule! Bah ils sont plus là. Ils étaient tous là, mais ils se sont barrés. Ils ont disparu, on sait pas où ils sont. Et là, on rigole plus. Quaritch tient un couteau sur Kiri. Il va s'en payer une tranche. Mais Neytiri surgit et chope Spider et dit à Quaritch de lui rendre son fromage, sinon elle tue l'araignée. Et contre toute attente, Quaritch relâche Kiri. Ça veut dire qu'il tient quand même à son petit Spider, hein, qui voit peut-être vraiment comme son fils. Allez, à partir de là, tout s'enchaîne très vite. Jack affronte Quaritch sur le bateau qui est en train de couler. La petite Touk se fait happer dans un trou. Sa mère plonge la chercher. Là, on a des plans qui nous rappellent étrangement un autre film du même réalisateur qui a pas mal marché. Donc si on fait les comptes, je crois que là on est arrivé à 4000 $, hein, que James Cameron nous doit à nous tous, hein, qui avons tous vu le film. Ah oui, la recette au box-office, ça va en prendre un petit coup. Jake arrive finalement à étrangler Quaritch sous l'eau, et il tombe dans les abysses, tel Jack qui s'enfonce lentement dans la froideur et la noirceur des profondeurs. Jack n'a plus d'air non plus et tombe lui aussi dans les vapes. Mais les enfants arrivent à la rescousse. Ils vont peut-être enfin servir à quelque chose, cela, parce que depuis le début, s'il y a toutes ces merdes, c'est comme en grande partie à cause d'eux. Pendant que Loak remonte son daron, Spider remonte le sien. Non mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait là, Spider? Il sauve le méchant. Maintenant, ça veut dire qu'il sera encore là dans les suites, bordel. Il fait chier lui aussi. Bon, c'est son daron, d'accord, mais il est bleu. Allez, Kiri la Jedi envoie ses petits poissons éclaireurs aller chercher sa mère et sa sœur. Loak guide son daron vers la sortie. Jean-Jean vient leur filer un coup de nageoire. Et les voilà à l'air libre. Ah mais voilà, et comme quoi ça sert d'avoir un pote Tulkun. Allez, tout le monde se retrouve enfin, mais il en manque un, c'est terrible. Kiri remercie Eywa. Merci, grand-mère. Merci de nous avoir pris notre frère, hein, c'est sympa. Hein. Raon est son daron, mais par contre il ne reste pas avec lui, il préfère aller rejoindre sa famille de cœur. Alors lui, à la fois on le comprend, et à la fois il y a un moment donné il va falloir choisir son camp, hein, parce que il peut pas passer son film à aider les deux côtés à chaque fois. On sait plus trop si c'est un pote ou un traître, un peu comme PH. En tout cas, pour le moment, il retourne auprès de la famille Sully, et Jack le prend avec lui. Un fils
pour un fils. Allez, la dernière scène du film qui n'est pas la plus gaie. Ils vont devoir enterrer Netayam. Et là, c'est évidemment très dur parce que comme dit Théoden, aucun parent ne devrait avoir à enterrer son enfant. Et ça, y a rien de plus vrai. Et si comme moi vous avez un enfant, eh ben cette scène ne peut être qu'extrêmement triste. Si ça vous tire pas une petite larme, c'est que vraiment vous n'avez pas de cœur. Bon, moi je me suis un peu marré quand même. Un père protège, c'est sa raison d'être. Oui, bah la prochaine fois, essayez de le faire un peu mieux. Hein. Allez, ils disent au revoir à leur frère, à leur fils, qui reposera désormais avec Eywa. Et ça, c'est pas mal. Parce que ça veut dire que de temps en temps, ils peuvent revenir le voir, le petit chéri. Comme le dit Harry à sa fille avant de se sacrifier. De temps en temps, je reviendrai te voir, ma chérie. Et oui, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'Harry Stumper a rejoint Eywa lui aussi. Et d'ailleurs, on le verra dans Avatar 3. Comme Netayam repose avec les ancêtres des Medcaïnas, et bah Jack et sa famille font désormais partie intégrante du peuple du récif. Et Jake dit que c'est ici qu'il va continuer à résister. Fin! Ya! Yo! C'était Avatar, la voix de l'eau, présenté par Yann Solo. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je devrais écrire un morceau de rap, moi. Un mot rapide pour vous dire que je retourne pour la 5e fois consécutive au Retro Geek Festival de Vesoul. C'est les 10 et 11 juin et il y aura un casting 5 étoiles, puisque vous pourrez y voir Y penser, Astronico, Nos Serious, la séance de Marty, séance de comptoir, J'ai de la culture geek et aussi plein d'autres. Il y aura PH aussi. Oui, aussi. Venez nous voir, on sera super accessible et il y aura plein de jeux. Je remercie énormément tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Quant à moi, je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. C'était Yann Solo sur 12 par sec. Ciao!